Bonjour, à nouveau. Donc c'est une tâche intéressante que d'animer une table ronde. Donc on va tous s'exprimer sur différents sujets et on voudra aussi vous écouter, hein. C'est à vous de nous poser beaucoup de questions. Je voudrais commencer quand même par le petit film que je ne vous ai pas montré tout à l'heure qui portait sur la coévolution humain-machine. Que va-t-on devenir? On voit qu'on peut faire des choses extrêmement positives avec ces machines, que ce soit pour l'armée, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les transports. Que se passe-t-il si autour de nous, nous avons ces machines omniprésentes qui vont peut-être faire qu'on va s'attacher à elles? Je vous montre déjà ce petit film, c'est déjà vendu au Japon. Dites-moi après ce que vous en pensez. Donc l'objet continue à être omniprésent dans la vie de ce jeune homme. Il prépare son retour, cet objet. Donc le travail sur les émotions et l'attachement aux objets, c'est un vrai sujet. Il y a aussi des robots sexuels, je ne veux pas vous passer 10 millions de films, mais celui-là est déjà assez impressionnant. S'isoler des humains avec des machines, est-ce que c'est ce qu'on veut? Donc on a évidemment à imaginer ce que pourrait être le futur avec tous ces objets autour de nous qui vont nous parler. Somebody's home for me, vous voyez, l'isolement de l'humain. Donc c'est déjà vendu au Japon, ça vaut $2000. Les Japonais considèrent que c'est un jeu. C'est le début. C'est très créatif, c'est très disruptif, c'est très amusant, c'est du Furby pour adultes et c'est très angoissant. Merci. Donc c'était pas pour juste plomber l'ambiance que j'ai mis ça. En général en Europe on regarde ça en disant mais nous ça nous arrivera pas. Détrompez-vous, il y a énormément d'objets qui vont venir autour de nous qui seront peut-être pas prévus, anticipés et on ne saura pas tellement comment on va évoluer avec ces objets. Donc c'est sur cet aspect-là que je voulais attirer votre attention, cette coévolution humain-machine. C'est-à-dire que les machines vont s'adapter à nous, c'est ce qu'on essaie de faire en recherche, à faire que l'apprentissage puisse être adaptatif. C'est pour notre bien-être, pour notre santé, mais pour beaucoup peut-être trop de choses, à nous d'en décider. Ces machines ne sont pas intelligentes en soi, elles sont pilotées par des logiciels que l'humain met à l'intérieur. On peut surveiller ces objets, on peut faire qu'elles nous apportent du bien-être, de la santé, on peut aussi s'enfermer avec ces objets qui vont décider pour nous. Quand j'ai parlé tout à l'heure de nudging, de manipulation douce, c'est que ces objets pourraient nous aider à décider dans beaucoup de situations. Donc on voit que pour certains métiers, c'est important, le médecin de demain, le radiologue, l'assistante médicale, pourraient avoir accès à tous ces objets qui vont susurrer des solutions. Est-ce qu'on est capable, à l'heure actuelle, de bien comprendre comment cette complémentarité va jouer? Donc c'est sur cet aspect que j'aimerais bien challenger nos trois intervenants de ce matin sur transparence, responsabilité éthique de ces objets et surtout complémentarité avec l'humain. Comment on peut anticiper ça? Est-ce que vous voyez une agence quelque part? Parce que là, on a l'agence de l'innovation de la défense, c'est formidable. Bravo. On pourrait aussi avoir une agence de l'utilisation de ces objets avec l'idée de regarder ce que c'est que l'éthique et la coévolution à long terme. Ça, on n'en entend pas parler. Et j'aimerais bien savoir comment on peut envisager de faire monter en compétence tout le monde, à la fois les concepteurs pour qu'ils imaginent un peu plus quelles pourraient être les répercussions des objets qu'on utilise, et puis aussi les utilisateurs qui devraient être un peu moins naïfs vis-à-vis de ces différents objets. Quand je demande Google Home, on vous a posé la question ce matin, qui en a, je ne sais pas. Est-ce que vous savez que ça vous enregistre tout le temps ?
Oui. Est-ce que vous l'aurez été? En général, on me dit non. Bon, donc il faut juste savoir que ces objets autour de nous vont capturer nos données en grande quantité, que ce n'est pas régulé pour l'instant, pas assez en tout cas, et que ces données sont utilisées pour faire des modèles que nous achetons à nouveau. Alors, à votre avis, est-ce qu'une agence sur l'éthique de l'IA serait quelque chose d'utile ? Juste avant, là, ça vous enregistre tout le temps. Vous savez qu'il y a une anecdote avec, alors je ne sais plus si c'était Google Home ou Alexa, où au bout d'un moment on lui disait est-ce que tu travailles pour la NSA et le machin s'arrêtait tout seul. Donc bon. Une agence sur l'éthique, j'en sais rien. De notre côté, vu le type d'objet qu'on manipule, alors je vous rassure, hein, j'ai pas d'hologramme de Florence Parly sur ma table de nuit, mais vu le type d'outils qu'on va manipuler, des avions de chasse, des drones, etc., des robots, puisque j'imagine que je ne vais pas échapper à la question des robots tueurs, mais bon. Si on peut, c'est bien, hein, je ne vous cacherai pas. La question de l'éthique est évidemment quelque chose qu'on prend au premier plan. Il y a une task force sur l'intelligence artificielle qui s'est créée au niveau du ministère. Et dans cette task force, il y a un groupe spécifique qui travaille sur l'éthique et qui travaille vraiment sur l'éthique. Je ne peux pas vous en donner les conclusions puisqu'elles seront présentées au président de la République dans quelques semaines. Et donc, ce serait assez malvenu pour moi d'en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la prise en compte de l'humain, de l'éthique déjà, et ensuite de l'humain dans l'intelligence artificielle est quelque chose que nous plaçons au premier plan. Je vous donne juste un exemple. On a lancé un projet qui s'appelle Man-Machine Teaming, c'est fait avec Dassault et Thales, qui consiste à étudier les relations entre un homme et un environnement intelligent tel que celui que pourrait être le cockpit d'un avion du futur. Parce que quand on doit interagir avec des drones, avec une IA, eh bien, il ne faut pas oublier que l'humain, il est au centre et que s'il n'est pas dans un état cognitif qui lui permet véritablement d'appréhender la situation et d'arriver à se projeter dans sa mission au bon endroit, eh bien, on met en péril l'ensemble de la mission. Donc ça veut dire prendre en compte l'état cognitif, c'est capturer les ondes cérébrales en temps réel, pourquoi pas, c'est avoir des interfaces qui s'adaptent à l'état de l'individu, c'est pouvoir le restimuler pour qu'il s'affranchisse du fait qu'il est entouré de machines et qu'il revienne dans le bon tempo de mission. Et donc là, on travaille avec les industriels, avec les laboratoires, avec les startups, justement pour arriver à mettre en place les bonnes études pour préparer cette insertion de l'homme dans un environnement doté d'intelligence artificielle. Et est-ce que vous avez des relations avec d'autres groupes dans d'autres pays qui font la même chose ? Alors, bien évidemment, l'agence, elle ne travaille pas toute seule. Elle est récente, hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on est créé depuis septembre 2018. Hein, donc, c'est quelque chose de relativement nouveau. Mais elle n'est pas créée à partir de rien. Elle est créée à partir d'équipes qui travaillaient déjà en coopération internationale. Et donc, pour vous donner un exemple, il y a 2 semaines, j'étais aux États-Unis où j'ai rencontré le général Shanahan, qui est le patron du JAIC, qui est le nouveau centre d'intelligence artificielle qui a été créé par l'armée américaine, de niveau interarmée, et qui se pose les mêmes questions que nous. Nos homologues britanniques également se posent les mêmes questions que nous. On travaille avec les Allemands. Donc évidemment, toutes ces discussions-là, on les a et ça devrait déboucher sur des coopérations, notamment au niveau européen, évidemment. Et un mot sur DARPA, la DARPA de l'IA, en France ou en Europe ? Alors, la DARPA, c'est un mythe. La DARPA. Non, c'est pas un mythe. Moi, j'ai fait la reconnaissance vocale. Heureusement qu'il y avait DARPA. Non, je veux dire, c'est un mythe dans le bon sens du terme. Ah bon. C'est mythique, ça, si vous préférez. La DARPA, elle ne s'intéresse qu'au niveau de TRL plutôt relativement bas. Et maintenant, j'y étais là aussi il y a 2 semaines, ils ont rajouté un critère qui est le critère de DARPA Hard, c'est-à-dire que si ça n'a pas des bonnes chances d'échouer, ça ne les intéresse pas. Donc c'est un bon endroit, mais il ne faut pas oublier que la DARPA, qui est au passage s'est dotée de 3,2 milliards par an, là où nous on met 1,2 milliard, c'est juste une partie de l'écosystème de recherche dans le domaine de la défense aux États-Unis. Le facteur il est de 1 à 25 à peu près. Donc est-ce qu'il faut une DARPA de l'IA ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut en tout cas des organismes qui soient capables d'être une tour de contrôle de l'IA chez nous et pas forcément avoir plus d'argent, mais pas faire la même chose avec l'argent qu'on avait avant ? Oui, certainement. C'est l'agence dont je parlais. Ça peut être une agence, ça peut être autre chose, mais c'est effectivement une nécessaire prise en compte de cet aspect-là dans les aspects technologiques liés à l'intelligence artificielle. Si maintenant on parle de la créativité des machines, comme vous en avez parlé avec les GAN, est-ce que le créateur que vous êtes avec ces outils est surpris du résultat ? Toujours. C'est toujours un moment assez incroyable, le moment où
on a finalement l'œuvre le visuel qui apparaît devant nous. Moi, il y a ce terme de créativité. En fait, le problème qu'on a, c'est que c'est un problème ethnocentrique. On a tendance à utiliser ce mot et le plaquer sur le fonctionnement d'une formule mathématique. Et en fait, créativité, c'est un truc qui est propre à l'humain. Et donc, on essaye d'inventer des mots, on utilise des mots, mais le problème, il est sémantique. Pourquoi on utilise créativité? Il faudrait inventer un mot nouveau qui est propre à cette génération. Créativité algorithmique. Oui, peut-être, oui. Mais en tout cas, quand on parle de est-ce qu'un algorithme peut être créatif, on essaie de dire est-ce qu'un algorithme peut être aussi créatif qu'un humain ou peut créer comme un humain? Pour l'instant, c'est non. Donc on ne peut pas le contrôler très bien. Non. Ce qui vous surprend? Non. Donc, comment on fait pour encadrer ces outils si on veut les utiliser pour d'autres choses que créer des tableaux? D'un point de vue éthique? D'un point de vue, faut parler d'une IA de confiance. On est en train de construire des tas d'objets dans tous les sens, avec ces machines qui sont capables d'apprendre. On voudrait parler d'une intelligence artificielle de confiance. Ça veut dire deux choses, qui suivent des règles de non-discrimination, des règles éthiques, on pourrait transparence, d'explication, si c'est possible, et puis qui soit assez robuste, qu'on puisse évaluer, qu'on puisse encadrer. C'est ces deux axes. Donc, avec des GAN, par exemple, qu'est-ce qu'on sait faire? Moi, je pense que sur cette partie, il y a une grosse partie de privacy by design. Alors là, c'est plus Rand qui doit en parler. Mais pour ce qui est des GAN, on peut faire une infinité de choses. Nous, on est des artistes et donc on veut transmettre un message. Et on réfléchit finalement assez peu à ce qui est possible de faire dans le business et dans la génération d'images. Ce qui est sûr, c'est que la génération d'un très grand nombre d'images d'une qualité photoréaliste, il y aura des startups, il y aura un marché qui sera un marché de plusieurs milliards de dollars et il faudra se poser les bonnes questions de ce qui est autorisé de générer, ce qui n'est pas autorisé, ce qui est dans la zone grise, ce qui fait partie de l'art et ce qui fait partie des choses illégales. Et toutes ces questions-là, il faudra se les poser au préalable, pendant et par la suite. Le seul truc que je remarque, moi, en tant qu'artiste, c'est que, en fait, il y a le temps du débat éthique, il est différent en fonction de là où on est dans le monde. Et on se rend compte que, par exemple, les Américains, ils ont eu un débat éthique qui est plus faible, mais qui est un peu derrière eux, je trouve. Et donc, ils s'intéressent aux conséquences. Ils s'intéressent plus à notre travail parce qu'ils ne sont pas dans le questionnement éthique, et donc ça a des avantages et des inconvénients. Non, mais je crois qu'il faut arrêter de penser que l'éthique, c'est quelque chose qui arrive après. Les Américains, ils sont toujours dans cette réflexion éthique. Ils sont dans I3E, il y a énormément de conférences dans lesquelles nous sommes conviés dans le monde entier, avec une forte partie qui est menée par les Américains et qui n'ont pas peur justement d'aller au plus loin dans ces situations. C'est les premiers dont je parlais qui, en Californie, sortent une loi en disant on vous oblige, en tant que concepteur d'un chatbot, un agent conversationnel ou d'un robot, de dire que cette machine est artificielle et que ce n'est pas la voix d'un humain. Donc cette responsabilité-là, ils sont en train de commencer à la prendre. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? Est-ce qu'on n'a pas ce devoir aussi d'aller plus loin? On va en parler avec les données privées avec Rand. Mais pour rebondir sur un truc, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'Obama qui était complètement fausse, c'est-à-dire qu'on a pris le visage d'Obama, on a pris un autre discours et on lui fait dire autre chose qu'il n'a jamais dit. On peut faire parler les morts, on peut, dans la fée clochette que j'ai montré, vous pouvez mettre votre papa, par exemple, qui est décédé, qui sera là tous les jours avec des données numériques de sa vie. Enfin, la disruption va dans tous les sens et avec bon sens, vous avez dit, il va falloir savoir jusqu'où on va, quelles sont ces frontières à mettre en œuvre, en regardant ce qui se passe dans le monde entier. Et c'est pour ça que je parlais d'agence qui serait cet observatoire et en même temps un endroit de recherche où on serait capable de dire là on ne s'est pas évalué, là il y a danger, là attention, et je pense qu'on serait agile en Europe si on pouvait monter ça, et en France en tout cas. Rand, qu'est-ce que tu penses de cet aspect de la GDPR et puis les meilleurs outils qui sont actuellement utilisés pour obtenir plus de données, enfin plus de sécurité sur les données, cybersécurité ou données privées, à toi? C'est un assez vaste sujet quand même. Alors déjà, juste sur la GDPR rapidement, c'est intéressant parce qu'il y a eu un peu un double impact. Le premier, c'est que finalement, les entreprises ont commencé à réaliser que c'était quand même relativement important de se poser ce genre de questions et que c'était pas si compliqué que ça d'avoir une approche qui soit beaucoup plus privacy by design en fait dans l'analyse des données. Et la deuxième conséquence, c'est que ça a eu un impact sur la diffusion de notre culture éthique européenne à travers le monde. C'est-à-dire qu'à travers le GDPR, on a obligé les entreprises étrangères à se poser les questions de privacy qu'elles n'avaient pas forcément eu envie de se poser jusque-là, sous
sous contrainte que si elles ne le font pas, en fait, elles n'auront pas accès au marché européen. Et ce qui s'est passé, et Facebook était une des premières boîtes où ça s'est passé, c'est qu'au début, elles ont commencé un petit peu à challenger en disant pas de souci, on va être compliant avec les Européens en Europe, et puis pour les autres en dehors d'Europe, on ne le sera pas. Sauf que la première réaction des utilisateurs a été comment ça ? Nous, aux États-Unis, on est des citoyens de seconde classe, on n'a pas le droit à notre vie privée. Et donc, de facto, Facebook a dit bon, ok, on va faire la même chose pour tout le monde. Et donc, le GDPR, en fait, oblige les entreprises en dehors d'Europe à adopter la culture européenne de protection des données personnelles. Donc, je pense que d'un point de vue stratégique, c'est vraiment très intéressant pour forcer tout le monde à avoir un petit peu plus de considération pour ce genre de choses. Le deuxième effet intéressant, et moi je pense que le GDPR, c'était fondamentalement créé plutôt comme une taxe en fait sur les entreprises étrangères. Parce que c'est impossible pour quelqu'un qui analyse de la donnée depuis 30 ans et qui a créé un business model qui ramasse des milliards d'être compliant avec le GDPR à 100%. Et donc la seule façon en fait d'y échapper, c'est de payer l'amende chaque année. Donc c'est une façon très intelligente en fait de récupérer quelques centaines de millions de dollars des GAFA qui ne les ont pas payés jusqu'à maintenant. Donc moi à mon avis c'était surtout ça l'intérêt, quoi. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on a entendu beaucoup de propos positifs dans le monde entier, même au Japon, où je vais souvent, on entend parler du GDPR. Et les Américains sont en train de mettre en place leur propre réglementation. Et vous verrez, il va se passer un truc super intéressant, parce que les Américains sont très bons en marketing, c'est qu'ils vont finir par s'approprier la primauté d'avoir créé une réglementation pro-privacy pour les citoyens. C'est clair, et le Canada aussi, est en première ligne sur ça. Alors qu'on était bien avant, mais comme d'habitude, on n'ose pas, on ne risque pas. C'est la notion de risque en France, elle est, à mon avis, très, très fortement présente. C'est-à-dire qu'on ne voit pas beaucoup encore de grandes entreprises qui montent suffisamment en performance sur ces objectifs d'utilisation de l'IA, parce qu'on dit, attention, il y a des risques. Mais c'est quelque chose qu'il faut anticiper et ce qu'il faut inclure dans le développement et de performance de ces outils. Qu'en pensez-vous là, sur l'armée, par exemple ? Il y a des risques et il y a une deuxième réalité, et ça, il faut l'accepter. C'est qu'on ne sait pas financer de la deep tech en Europe pour l'instant. C'est-à-dire que les gouvernements savent le faire. Aujourd'hui, la BPI, par exemple, ou la DGA font énormément d'investissements, mais ne peuvent que le faire à hauteur de la moitié de ce que l'entreprise en fait, cherche à développer. Et donc le résultat, c'est qu'on est encore obligé de chercher l'autre moitié chez des investisseurs privés qui ne savent pas en fait, investir sur des horizons à 10 ans. Alors qu'aux États-Unis, ils ont l'habitude en fait, de faire ce genre de choses-là. Donc c'est pas par hasard en fait qu'on n'a pas de Google ou de DeepMind ou de choses comme ça en fait en Europe. C'est juste qu'en fait on ne peut pas trouver l'argent pour avoir une ambition qui va mettre 10 ans à se réaliser quand on est dans le privé aujourd'hui, quoi. Oui. Juste un point sur le risque qui n'est pas consubstantiel à l'IA, mais en fait à l'innovation. Innover, c'est risqué. Celui qui n'a jamais échoué n'a jamais essayé. Moi, c'est Einstein. Hein, donc, cette notion de risque, en particulier dans des environnements qui sont des environnements institutionnels, et l'armée est quand même un environnement institutionnel, même si les personnels de l'armée prennent des risques tous les jours sur les théâtres d'opération, finalement, lorsqu'il s'agit effectivement de décider des investissements, des contrats, on a l'impression que le risque est un repoussoir. Et finalement, au lieu d'un principe de précaution, on devrait adopter un principe de prudence. Donc, en fait, je pense que nous, notre mission, c'est aussi de s'intéresser à ça. C'est d'aller de quelque chose qui était l'aversion au risque vers la maîtrise du risque. C'est quelque chose de complètement différent. Et ça, on peut le faire, parce qu'en fait, on s'est interdit collectivement d'utiliser un certain nombre de mécanismes de financement, notamment. Parce qu'on avait peur du recours, on avait peur du risque. À partir du moment où on a ce mandat de faire de l'innovation, eh bien, c'est un devoir de prendre des risques. Et je pense que là, il y a en ce moment un changement de mentalité autour de cette notion de prise de risque. Il y a quelques années, il y avait une conférence extrêmement intéressante qui avait été organisée par Microsoft, qui s'appelait la Fail Conference. C'était tous les entrepreneurs qui avaient raté. Parce qu'un entrepreneur qui a raté, il ne va pas s'y faire prendre à 2 fois, normalement. Et donc, le risque, c'est une expérience. Je pense que c'est dans notre mandat d'aller amener ce type de réflexion dans un environnement qui était plus institutionnel jusqu'à maintenant.